L'énéagramme divise l'homme en 3 centres, certains précisent même des centres d'intelligence, qui sont le plus généralement appelés en français instinctif, émotionnel et mental. Il y a une grande diversité de mots pour appeler ces centres en anglais. On va voir ça à la fin de la vidéo, et tant mieux, parce que ce vocabulaire-là, il tient pas debout. On nous précise aussi que la colère est associée au centre instinctif, la peur au centre mental, et le centre émotionnel alors. Certains associent la tristesse ou la mélancolie au centre émotionnel, pour d'autres ce serait plutôt la honte, d'autres encore l'associent à l'amour, une émotion connotée plus positivement, mais comme dirait l'autre, ce sont en fait les deux faces d'une même pièce. On sent de la tristesse quand l'être aimé n'est pas là. Si vous refusez l'idée du chagrin d'amour, vous refusez l'idée de l'histoire d'amour. Le chagrin d'amour et l'histoire d'amour sont les deux faces de la même pièce. Si l'autre peut accéder à mon cœur, il peut planter un couteau dedans, ou simplement y accéder. C'est la même énergie. Oscar Ichazo, qui préfère le triptyque conservation, relation, adaptation pour décrire les centres, parle bien d'un centre ou d'un instinct, pour reprendre ces mots, qui répond à la question avec qui je suis dans mon environnement social, qui je suis dans mon environnement émotionnel, qui je suis dans mon environnement affectif. Et pour faire court, cet instinct se manifeste à travers notre manière de vivre avec les autres. Une traduction rapide des écrits d'Ichazo pourrait être les membres du groupe des Living, c'est ainsi qu'il appelle les émotionnels. Les membres du groupe des Living mènent leur vie sociale en tenant compte de leur image, de comment ils seront vus, si les autres vont les aimer et les accepter, et quelles sont les conditions pour vivre avec les autres et relationner avec eux. Ces 3 fixations. Ici, c'est synonyme d'énéatype pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire d'Ichazo. Ces 3 fixations donc, mettent à l'excès l'accent sur la vie avec les autres et sur les problèmes relationnels et ont une vision déséquilibrée du vivre ensemble. Cela provoque leur arrogance dans une approche égocentrique de la réalité. La question « avec qui suis-je » arrive inévitablement au sujet de leur situation de vie et de la société ou du groupe dont ils font partie. Parce que les fixations du groupe des Living les font se sentir inadéquats, ils ont une colère existentielle constante et la peur des autres à la suite de ce questionnement interne. Bon, mais avec la manière de définir les centres d'Ichazo, moi je vois pas ce qu'il y a de particulièrement émotionnel dans ce centre. Le centre émotionnel, en neurosciences, c'est plutôt un vestige du chagrin, une forme de panique sociale, d'anxiété qu'éprouvent naturellement les nourrissons au niveau neurologique quand ils sont séparés de leur maman et qui va les amener à pleurer. Comme une émotion qui nous dirait « Tu as perdu le lien avec le tribu, fais-toi voir et entendre car tu as besoin d'attention et de soins !» Oui, j'ai dit neurologique et je ne dis pas ça par hasard. Je parle là de couches archaïques du cerveau, reliées au cerveau limbique et présentes chez tous les mammifères, chez les herbivores notamment, dont la plupart à la naissance est déjà capable de courir. Pour augmenter les chances de survie, il vaut mieux être capable de fuir les prédateurs dès la naissance. Ce mécanisme neurologique du chagrin, de la panique sociale, leur permet de ne pas se séparer de leur mère ou du troupeau, ce qui est particulièrement important pour leur survie. Ce qui m'amène à penser qu'il pourrait y avoir un lien entre ce centre et les travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth sur les troubles de l'attachement, mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Alors oui, certains me diront que le chagrin n'est pas une émotion de base, que la tristesse est un vocable mieux adapté. Mais il y a plusieurs classifications des émotions de base, et il y a même de sacrés désaccords sur le sujet, avec même des théories qui visent plus la fonctionnalité thérapeutique que la description précise du réel. Le neurobiologiste Jaak Panksepp, qui a travaillé sur le sujet des neurosciences affectives, et chez qui j'ai trouvé cette théorie biologique des émotions primaires, précise bien qu'il y a également des mécanismes émotionnels secondaires qui ont été étudiés par le neuroscientifique Joseph Ledoux et tertiaires qui relèvent plutôt du domaine de la psychologie. Et si vous avez une autre classification, du moment qu'elle est fonctionnelle pour vous, c'est peut-être pas la peine d'en changer. En tout cas, ne faites pas ça dans la précipitation. Et les descriptions du centre usuellement appelé émotionnel en français par la majorité des auteurs d'énéagramme, tout comme celle d'Ichazo, tendent fortement à se croiser avec la description de l'émotion grief, chagrin en français, de Jaak Panksepp, qui était aussi appelé auparavant par Panksepp l'émotion panique, pour la panique sociale qui provoque les pleurs du bébé. Certains des successeurs de Panksepp appellent désormais l'émotion grief, panique, tout simplement sadness, soit tristesse en français. Voilà, tout le monde est d'accord maintenant ? Par contre, ça veut aussi dire qu'il y a une forte composante sociale, grégaire dans la tristesse, donc dans le centre émotionnel.
Et avec ça, nous avons les 3 émotions négatives de Jaak Panksepp chez les mammifères, soit rage, fear, grief, panique, qui semblent en fait tout simplement être une description en langage de neurobiologiste des 3 centres de l'énéagramme. Panksepp appelle ces émotions négatives parce qu'elles nous forcent à agir contre quelque chose qui nous paraît désagréable. Mais elles ne sont pas à éviter pour autant, c'est même une bêtise de les ignorer ou de chercher à s'en débarrasser. Je sais, j'ai essayé aussi. Pour ceux que cela intéresse, Panksepp a identifié également 4 émotions primaires positives liées au circuit affectif, soit 7 émotions en tout. On en parlera probablement dans une autre vidéo. Et en plus, il fait rire les rats. As we have listened to animals playing, we have heard what appears to be the sounds of laughter. And we studied these for a couple of years without quite understanding that this might be laughter. And then one day we decided to tickle some animals. And we realized that we had to look at the sound at a very different register than we can hear. So we obtained these transducers that are called bat detectors that can bring very high frequencies down to our auditory range. And when we did this and we listened in, we could tickle animals and generate a lot of vocal activity that appears to be laughter. These animals would begin to enjoy our company and they would start to play with our hands, and wherever we would put our hands, they would follow it. And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was yes. Je ne suis pas le premier à faire ce lien. En fait, la même idée est exprimée par Jack Killen dans Towards the Neurobiology of the Enneagram, article paru dans le numéro de juillet 2009 de The Enneagram Journal. Allez voir le lien vers les références et l'article dans la description si cela vous intéresse. J'essaye d'ailleurs dans la mesure du possible de sourcer mes propos. Ça me permet de réutiliser ce qui est déjà solidement connu ailleurs et peut éventuellement encourager le spectateur que cela intéresse à ne pas rester passif et à chercher un peu lui aussi. Qui sait, peut-être que j'aurai des narrations intéressantes en retour. Et l'expérience m'apprend que c'est un très mauvais signe quand quelqu'un cache ses sources. Soit il a simplement de l'imagination et n'a donc pas de source, on peut donc aisément penser qu'il raconte de la merde, mais pas forcément. Soit il a la flemme de rendre accessible son savoir, qu'il le garde s'il veut pas se mettre à la hauteur de son public, je dirais. Soit il cache ses sources, parce que ça lui donne de l'importance, voire du pouvoir, s'il est le seul détenteur d'un savoir. Typique de la position de vie plus, moins, je suis OK, l'autre n'est pas OK, en analyse transactionnelle. Et typique du pervers narcissique. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel « Comment devenir un pervers narcissique » en 4 étapes simples. On va utiliser une posture de vie qui s'appelle « Je suis OK, tu n'es pas OK ». Et j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de jeu. Mais si chaque centre a une émotion connotée négativement associée, pourquoi parler de centre émotionnel? C'est quoi ce vocabulaire douteux? C'est là un héritage de Gurdjieff ou de Claudio Naranjo qui parlait de feelings en anglais, bien que ce soit mieux traduit en français par ressenti. Je me demande quel mot utilisait Gurdjieff en russe. Choustvo? Ili emotia. Enfin, qu'importe, ce triptyque, aussi utilisé dans le christianisme, date au moins du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec la célèbre description du chariot ailé de Platon. Et que l'on retrouve également dans le tarot de Marseille. Vous avez le chariot, avec ses roues ici. Alors, on ne voit pas les ailes, mais bon, certains parlent de chariot céleste. Mais vous avez effectivement un cheval qui a tendance à vouloir s'élever dans les airs, qui représente le cœur, donc qui peut représenter la partie dite émotionnelle. Vous avez un cheval qui, au contraire, est plus attiré par la terre, qui représente notre partie désirante, éventuellement voir comme étant notre centre instinctif. Et vous avez le cocher qui représente notre centre mental, qui essaye de diriger les deux chevaux qui ont tendance à aller dans des directions opposées. Alors souvent on parle aussi de chevaux de couleurs différentes. Alors dans le tarot de Rider-Waite, qui est un tarot très controversé, on retrouve sur la fameuse carte du chariot des sphinx de couleurs différentes. Bon, c'est très controversé, hein, je sais. Mais même sur d'autres tarots plus originaux, on a toujours cette fameuse carte du chariot.
Ici, vous avez un lion noir, un lion blanc, qui est en train de prendre la fuite. Et ici, on a au contraire un chariot qui semble plus triomphant, plus glorieux, avec toujours le lion noir et le lion blanc. Et c'est ainsi que l'on retrouve 3 centres dans le Phèdre de Platon, 3 centres qui ont été repris par d'autres philosophes, sachant par ailleurs que le néoplatonisme a été fortement repris par les chrétiens et qu'énormément de penseurs chrétiens des premiers siècles se sont inspirés du néoplatonisme de Plotin, de nombreux philosophes grecs finalement. Mais revenons à nos centres. J'ai par le passé utilisé moi aussi le terme émotionnel pour désigner ce centre, comme si le rejet social, la tristesse, la honte, le fait de rechercher l'attention des autres, ou éventuellement le fait de prendre soin des autres, comme si ces émotions-là donc étaient des émotions supérieures à la colère ou à la peur. Mais pas du tout! Arrêtez ça tout de suite! Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Ne réprimez pas votre tristesse ou votre recherche d'attention. Votre hystérie, tout simplement. Ah, si ça se dit encore. Mais par quoi remplacer le mot émotion de l'énéagramme alors? Ce ne sont pas les propositions qui manquent en anglais pourtant. Appuie sur le bouton pause si ça t'intéresse de tout lire et profites-en pour t'abonner à ma chaîne et liker mes vidéos. Et si tu ne fais pas de pause, tu peux quand même t'abonner si ce n'est déjà fait et liker la vidéo, évidemment. Ou simplement, pourquoi ne pas réutiliser le vocabulaire de Panksepp? Rage, griffe panique, fear. Soit colère ou rage, chagrin ou panique et peur en français. En tout cas, si vous me voyez parler de relation, de relationnel ou de tristesse, de chagrin, voire de panique sociale, vous saurez que c'est parce que émotion et émotionnel, ça porte bien trop à confusion dans l'énéagramme à mon avis. Je me demande même si utiliser un vocable nouveau, à tout hasard le os, l'ishazo, ne serait pas une meilleure idée. Et vous, quel mot utilisiez-vous? Allez-vous changer votre vocabulaire à la suite de cette vidéo? Faites-le moi savoir en commentaire. Et en attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao Internet!